Bienvenue à ce webinaire que Marc Antive anime ce matin. On est très heureux de vous accueillir avec Claire, qui est consultante chez nous, et David, qui est notre client chez Aucoffre. Déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez peut-être nous dire ça via le chat. Oui, super. Bah, merci pour vos retours. Donc le son, l'image, c'est bon. On va commencer dans une minute, 1 ou 2 minutes. Aujourd'hui, on est ravis de vous présenter un retour d'expérience sur le projet d'optimisation du CRM d'Aucoffre qu'on a pu mener sur les derniers mois. On va dans quelques instants faire le tour de table pour qu'on puisse se présenter un peu plus en détail. Voilà, en tout cas, on est sur un projet où on a certaines années de vie d'un CRM. Et donc, on va vous présenter comment on a pu étudier les besoins métiers et puis mettre en place des solutions pour optimiser le CRM. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va y répondre au fil de l'eau. Donc, l'idée, c'est aussi que ce soit un échange pour vous, que vous puissiez trouver des solutions à vos problématiques. Si vous êtes connectés, c'est aussi pour ça. Donc, on va être vraiment ravis de répondre à vos questions au fil de l'eau. Et puis, vous allez avoir la présentation aussi à la fin du webinaire, pouvoir réaccéder au recording. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux à rejoindre la session. Donc, allez, on va pouvoir démarrer. Et je vais donc donner la main à David, qui est notre invité aujourd'hui. Je te donne la main, David, tu peux te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Ravi d'être ici présent avec vous. Donc, je représente la maison au coffre, qui est un groupe de plusieurs constitué de plusieurs filiales et donc d'une maison mère, donc au coffre. Et j'interviens chez eux en tant que responsable du développement des compétences. Voilà, donc à la fois chargé de la formation interne via un système de digital learning et de la formation externe et de la collaboration des équipes. Donc, merci beaucoup, David. David était vraiment notre point de contact principal pour ce projet, avec toute la coordination des ressources côté au coffre. Et puis Claire, je t'invite à te présenter. Oui. Moi, comme c'est écrit, je suis consultante RevOps, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis là pour implémenter ou restructurer des CRM existants, que ce soit du coup sur la partie marketing, sales ou service client. En fait, il y a vraiment les trois parties. Et donc, j'étais effectivement en lien étroit avec David lors de ce projet, avec les différentes équipes, pour justement les accompagner tout au long. Voilà. Merci Claire. Et donc, je vais finir. Florine, je suis manager RevOps chez Marc Antive. Donc, je gère une équipe de consultants et je fais aussi de l'account management, mais également de la gestion de projets. Donc, j'accompagne nos consultants sur les projets d'installation, de cadrage stratégique et d'installation de CRM comme HubSpot. Donc, très rapidement, je vais présenter notre agence. Marc Antive, c'est un cabinet de conseil, mais aussi un intégrateur de solutions CRM et marketing automation. On est composé de deux business units principales, une RevOps dont je fais partie sur l'intégration de solutions et une Growth avec la gestion des leviers d'acquisition et d'activation des contacts. Nous avons un pôle tech également composé de développeurs API et front et back-end. Nous sommes environ une 50aine de personnes et nous avons accompagné maintenant plus de 500 clients. On a des certifications ISO 27001 pour la sécurité de l'information, mais aussi Calliope pour la partie remboursement, indemnisation des formations que nous animons, et nous avons une présence géographique
dans toute la France, avec un bureau à Paris et à Bordeaux. Et puis, voilà, très rapidement, on intervient vraiment sur les projets de stratégie pour définir quel est le cahier des charges CRM et marketing automation, mais aussi des solutions de service client. Et puis, on a en gestion toute la partie implémentation et puis formation des équipes avec une méthode éprouvée qui permet vraiment d'avoir une adoption des utilisateurs dans les 3 premiers mois. On intervient également, comme Ocoffre est un bel exemple, sur une instance qui a déjà des années d'existence et qui a besoin d'optimisation. Donc voilà un petit peu le scope. On est top 1, donc numéro 1 en France concernant l'écosystème de partenaires HubSpot. Nous avons le badge Elite. Et puis, je vais passer maintenant la parole à David pour que tu puisses nous présenter l'entreprise Ocoffre. Merci Florine. Alors Ocoffre, en quelques mots, c'est une entreprise qui a été fondée par Jean-François Faure, donc son président, en 2009. Donc au départ, c'était une plateforme d'achat-vente de métaux précieux en ligne, donc principalement de l'or et de l'argent, avec la particularité pour nous de proposer à nos clients un service de garde de leurs avoirs chez nous en coffre sécurisé et donc placé hors du système bancaire et financier. Et donc au fur et à mesure du temps, plusieurs filiales ont émergé. Donc la première étant Veracash, qui est une entreprise qui propose une carte de paiement et un compte adossé aux métaux précieux conservés en chambre forte, donc toujours hors système bancaire. Et ensuite, plus récemment, on a développé une filiale Cryptcool, donc elle basée sur la conservation de cryptoactifs sur support physique, toujours hors connexion et donc protégé des éventuelles opérations de piratage. Et une dernière filiale qui est Veravalor, qui est notre maison de frappe de pièces donc en métaux précieux de haute monnaie, voilà, designé par nos soins, voilà, pour nos clients. Donc voilà, il y a quelques chiffres donc pour vous donner un peu le volume d'affaires qui est le nôtre. Et voilà. Et le fait qu'on est nous aussi certifié ISO 9001. Voilà Merci pour nous. David. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des questions que vous êtes posées avant de lancer ce projet? Enfin, qu'est-ce qui a permis de déclencher ce projet en interne chez vous? Alors nous, donc du coup, on est une plateforme en ligne, donc effectivement, on a un service client qui se met en relation donc à distance principalement, hein, donc tout ce qui est téléphone, mail, chat, tous les moyens dématérialisés. Et donc on s'appuie pour cela sur un CRM qui est HubSpot, hein, depuis plusieurs années maintenant. Ça doit faire 4-5 ans qu'on utilise cette solution. Et effectivement, on avait pour problématique d'optimiser l'utilisation de ce CRM pour pouvoir améliorer les performances et le rendement des équipes, sachant que HubSpot a des possibilités qui sont très larges en la matière, notamment en termes d'automatisation. Et donc on s'est rapproché de Marcantive, qui proposait ces services, qui est une entreprise spécialisée dans HubSpot, qui avait tout l'air de savoir comment opérer, et surtout qui nous proposait d'intervenir eux-mêmes de façon opérationnelle sur nos systèmes pour pouvoir procéder aux implémentations. Donc il ne s'agissait pas seulement d'une mission d'audit et de conseil, mais aussi d'amélioration de nos systèmes par leurs soins. Voilà, ce qui effectivement constituait pour nous un avantage certain.
Sachant que voilà, nos problématiques étaient comme énoncé sur la slide, à la fois côté marketing pour mieux cibler nos clients et améliorer le funnel de conversion du statut de lead jusqu'au statut de client actif. Les équipes commerciales pour améliorer le suivi client, automatiser les relances et tout le travail qui peut être fait avec les clients tout au long de la relation. Et aussi une amélioration des opérations de l'administration des ventes pour améliorer le onboarding, mieux prendre en charge les réclamations. Sachant qu'on avait voilà une bonne idée de ce qu'on voulait au départ, mais qu'on ne connaissait pas bien les possibilités qu'offrait HubSpot pour répondre à nos demandes. Voilà, donc on s'est appuyé sur les équipes de HubSpot et notamment Florine et Claire, donc avec qui on a travaillé en relation étroite, sachant que moi, de par mon poste, je n'étais pas utilisateur de HubSpot, mais j'avais pour charge de piloter et faire le relais entre justement Marcantive et les équipes opérationnelles afin de voilà, recueillir leurs besoins, bien comprendre et définir ce qu'on a été capable de faire et de respecter aussi les délais qui étaient les nôtres. Merci beaucoup, David. Est-ce que, Claire, peut-être que tu peux nous partager en fonction de ce constat et de ces problématiques, peux-tu nous partager un petit peu les objectifs qu'on a définis pour Aucoffre? Oui, tout à fait. Donc effectivement, en fonction de ce qu'a tout récapitulé David, on a essayé de mettre ces différents besoins dans 3 catégories principales qui répondaient notamment à cet objectif principal business qui était de faire évoluer le portefeuille client et d'augmenter du coup in fine le chiffre d'affaires. Donc on a résumé tout ça en 3 catégories. La première, c'était générer de nouvelles opportunités, notamment grâce à la meilleure segmentation que l'on va pouvoir peut-être développer par la suite pour aller plus dans le détail, pouvoir relancer peut-être au meilleur moment, améliorer le nurturing pour le marketing, etc. Donc pouvoir voilà, s'appuyer sur de la data fiable. Après, il y a un deuxième objectif qui était d'améliorer la performance commerciale en mettant à plat un processus optimisé pour les équipes et pouvoir derrière assurer une meilleure conversion entre les nouveaux inscrits sur la plateforme Aucoffre et les investissements réalisés par la suite. Et le troisième, c'est du coup la fidélisation de la clientèle existante, du coup grâce à une meilleure réactivité, un meilleur réengagement des clients existants de la part des administrations des ventes, du coup, comme disait David. Merci beaucoup pour l'intro. Donc voilà, on arrive au plan de ce matin, de ce webinaire. Dans la première partie, on va vous détailler les enjeux de chaque équipe. Donc comme on l'a dit, une équipe marketing, une équipe sales et une équipe service client, ADV. On va vous détailler ces enjeux-là. Ensuite, dans la partie 2, on va vraiment vous montrer la méthode qu'on a utilisée pour appliquer les besoins métiers à la technologie HubSpot. Et puis, dans la partie 3, ça va être vraiment vous donner des conseils, des bonnes pratiques pour gérer le plan d'implémentation, le plan d'action, donc tous les changements qu'on a identifiés dans l'instance alors que les équipes sont en train d'utiliser l'outil, donc sans perturber le quotidien. Et puis, la quatrième partie sera sur quels résultats. Donc, on est maintenant, je pense, à 2-3 mois après le Go Live, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, donc quels sont les résultats sur ce projet-là. Donc, c'est parti. On va commencer donc par la première partie sur le détail des besoins, en tout cas des besoins de chaque équipe. On a fait un focus sur chaque hub. Donc Claire, je te laisse expliquer cette partie.
Oui, bien sûr. Donc, pour vous donner un petit peu plus de détails, effectivement, sur à ce moment-là, donc on a analysé effectivement par hub, comme disait Florine. La première chose qu'on a remarqué, c'est que au niveau du marketing, l'équipe était très mature à ce niveau-là. Ils utilisaient déjà pas mal les outils marketing qui étaient à leur disposition dans HubSpot. Par contre, effectivement, comme on le disait dans les objectifs, il manquait de segmentation, donc de s'appuyer sur de la donnée fiable pour pouvoir lancer leur campagne de manière plus précise par la suite. Sur la partie sales, au niveau de la maturité, c'est pareil, on avait des outils de productivité commerciaux qui étaient bien utilisés. Voilà, pas mal des outils proposés HubSpot qui étaient actifs, mais il y avait effectivement un manque de process, donc tout le monde les utilisait peut-être pas de la même manière. Donc l'objectif derrière ça a été de standardiser un petit peu ces process-là pour que tout le monde aille dans le même sens. Et après, sur la partie service, on avait pour ceux qui sont du coup utilisateurs de la partie service dans HubSpot, la bonne utilisation de la boîte de réception. Donc, c'est un moyen dans HubSpot de centraliser toutes les demandes du support client. Mais par contre, on n'avait pas l'utilisation à ce moment-là des tickets qui permettaient du coup de faire derrière du reporting peut-être assez précis sur quelles sont les problématiques les plus rencontrées, quels sont les types de questions qui sont le plus posées, etc., pour pouvoir derrière améliorer peut-être la base de connaissances ou voilà. Donc ça c'était le constat, l'analyse on va dire de l'existant. On va aller un petit peu plus dans le détail. Pardon, j'ai avancé en même temps. Ouais, ça marche. Du coup, pour aller un peu plus dans le détail sur la partie marketing, pour vous donner des exemples un peu plus concrets, on a du coup identifié peut-être les propriétés, donc les données clés qui étaient essentielles pour eux pour aller un peu plus loin dans toutes les automatisations qui étaient mises en place aujourd'hui pour animer la base de données. Donc pour ça notamment, on a fait aussi alors là, on a quelques données sur lesquelles on a mis un focus. Je vais revenir un peu plus dans le détail par la suite, certainement sur la phase du cycle de vie, qui était notamment une donnée très importante parce qu'il s'agissait en fait de mettre à plat pour le coup toutes les équipes pour savoir quelle était la phase du cycle de vie d'un client, enfin d'un contact plutôt chez Aucoffre. Et pour que toutes les équipes en fait soient alignées sur les mêmes termes, les mêmes définitions, et que derrière ce soit à jour pour que les équipes, notamment pour le coup la marketing, puissent s'appuyer dessus. Donc ça va être vraiment la phase d'évolution entre du lead, du nouveau lead tout frais qui connaît pas forcément, du moins très peu Aucoffre, jusqu'à devenir vraiment client et avoir investi sur la plateforme. Et donc également, on a fait un petit focus sur les anciens clients, enfin les clients qui sont devenus inactifs, savoir comment traiter ces contacts-là dans la base de données pour être notamment en rigueur avec la RGPD. Donc là, on reviendra un petit peu dessus. La RGPD est propre à chaque secteur d'activité. Donc il faut se renseigner chacun sur ce secteur d'activité et savoir quand on atteint cette date butoir, on va dire généralement ça se compte en années, donc 2, 3, 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ce contact-là si jamais il est plus actif avec nous, comment on met en place la suppression de ce contact-là, et s'assurer que la suppression soit pas faite par erreur, ou il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit maîtrisé. Donc voilà pour le petit focus marketing. Je vais passer sur la partie sales. Sur la partie sales, du coup, à ce moment-là, pour vous donner encore une fois un exemple concret, on a donc, comme disait David, l'inscription faite à la plateforme Aucoffre qui ne matérialise pas forcément un client parce que c'est quelqu'un qui s'est inscrit mais qui n'a pas encore investi dans un métaux précieux. Donc le but était, de pouvoir mesurer le nombre d'inscrits et améliorer ce taux de conversion entre inscrits et réellement clients. Et donc pour ça, il faut pouvoir s'appuyer sur des données et avoir cette information-là dans HubSpot. À ce moment-là, on n'avait pas ce niveau de détail aussi précis.
on avait effectivement le détail si c'était un client ou un prospect, mais on n'avait pas l'évolution de ce prospect-là à ce détail-là. Donc, ça permettait, c'était un petit frein pour les commerciaux à ce moment-là parce qu'ils avaient besoin d'avoir un peu plus de visibilité pour pouvoir atteindre leur objectif d'améliorer ce taux de conversion-là. Donc, ça, c'était un élément qu'on a analysé à ce moment-là. Ensuite, il y avait du coup tout ce qui était organisation des process, donc avec les tâches à mettre en place au bon moment pour que les commerciaux puissent se concentrer sur l'essentiel, sur effectivement les contacts qui méritaient d'être approfondis et travaillés. Et après, il y avait aussi un sujet sur la synchro. Alors, au coffre, utilise un produit maison, un ERP, enfin un back-office, qui permet de centraliser toutes les informations liées à la plateforme au coffre. Et en fait, il y avait à ce moment-là pas mal de double saisies entre justement ce qui se passait dans HubSpot et ce qui se passait dans le back-office. Donc, ça ralentissait les équipes commerciales et il y avait également des erreurs qui pouvaient être commises. Et il y avait aussi des doublons dans HubSpot entre ce qui se passait dans le back-office qui remontait et ce qui avait déjà d'existant dans HubSpot. Donc, ce qui floutait un petit peu, qui rendait pas une vision très claire pour les commerciaux pour pouvoir correctement travailler ces opportunités-là qu'ils avaient et se concentrer encore une fois sur l'essentiel. Donc, voilà pour la partie sales. Et après, sur la partie service, on avait une communication, on va dire, cross-équipe qui devait se réaliser du coup entre les équipes, donc administration des ventes, ADV, les équipes logistiques et également les équipes commerciales pour justement traiter certaines questions, certaines réclamations que ces équipes-là devaient gérer. Et donc, à ce moment-là, les équipes donc ADV faisaient un petit peu le transfert des messages manuellement au sein des équipes, allaient se renseigner un petit peu à droite à gauche pour pouvoir répondre aux réclamations ou aux questions que les clients se posaient. Ensuite, sur les tickets, donc comme on disait, il y avait donc les tickets n'étaient pas forcément traités en tant que tels, en tant que tickets à ce moment-là. Et du coup, l'attribution également n'était pas forcément automatisée vu que c'était manuel, comme je disais. Et pareil, au niveau de l'attribution des temps de réponse, donc au niveau de la SLA, ce qu'on appelle, c'est les accords de niveau de service. Combien de temps je dois mettre pour répondre à telle problématique, combien de temps je dois mettre pour répondre à telle autre problématique. Ça, c'était quelque chose qui était les équipes ADV étaient très réactives à ce moment-là. Mais si à terme, il y avait plus de demandes, c'était pas forcément un système qui était scalable à terme dans le sens où on savait pas forcément quelle priorité aborder sur chaque ticket. Donc là, l'enjeu était là aussi, c'était de pouvoir aider ces équipes-là à prioriser les différentes tâches qu'elles avaient au quotidien pour s'assurer qu'elles maintiendraient à terme ce niveau de réactivité sur les années à venir. Je ne sais pas si, du coup, David, tu as quelque chose à rajouter à ce niveau-là ou si tout te semble clair et cohérent par rapport à la réalité de notre projet. Non, oui, tout à fait conforme, effectivement. Enfin, ce qui chez nous c'est produit surtout, c'est on avait contacté Marcantive d'abord puisqu'il s'agit d'un CRM sur des questions marketing et que au fur et à mesure que le projet a avancé et que d'autres équipes, d'autres hubs pour employer votre terme, ont été sollicités, on s'est rendu compte que effectivement le besoin pouvait se porter plus sur des questions commerciales et services clients que sur des questions proprement marketing où effectivement le travail avait déjà quand même été bien développé déjà chez nous et alors qu'effectivement, sur le service commercial, on pensait utiliser le CRM correctement avant de se rendre compte qu'en fait, il y avait des tas de choses qui pouvaient être ajoutées et donc améliorer considérablement nos manières de faire. Oui, tout à fait. Ça s'est fait crescendo. Super.
Donc maintenant qu'on a balayé l'état de l'existant et les actions identifiées d'optimisation, là l'idée c'est de vous présenter notre méthodo, comment on a conduit les optimisations, quelles solutions on a mis en place vraiment concrètement pour chaque équipe. Claire, je te redonne la main pour que tu nous présentes ça. Ouais, pas de souci. Donc pareil, on est resté sur les différents hubs. Pour commencer, Marketing Hub, on a déployé une relance de contacts inactifs. Donc pour ça, il fallait s'accorder avec les équipes marketing pour savoir déjà qu'est-ce qu'un contact inactif. Pour ensuite déployer une automatisation qui permettait de relancer ces contacts-là, faire en sorte de les rendre actifs et non plus inactifs. Pour derrière savoir si on règle du coup avec les RGPD, comme je disais, au bout de un certain nombre d'années, en fonction du secteur d'activité, savoir si on les supprime de notre base de données ou pas. Donc là, en gros, c'est la relance de contacts inactifs, c'est un petit peu l'automatisation de la dernière chance pour activer ces contacts, réactiver ces contacts-là et éviter de les supprimer derrière de la base de données. Ensuite, il y avait tout ce qui est gestion de contact marketing qui est très propre à HubSpot pour le coup, pour s'assurer déjà de ne pas forcément avoir de surcoût au niveau des abonnements, parce que si on dépasse notre limite de contact marketing, on a des coûts supplémentaires sur l'abonnement. Donc, c'est s'assurer de se rester en dessous de cette limite-là, de définir du coup quels sont les contacts qu'on passe en non-marketing. Donc, généralement, ce sont des abonnés, par exemple, de tous les types de communication, parce qu'on ne pourra pas, dans tous les cas, les contacter. Donc, autant réduire notre limite en mettant en place ce type d'automatisation. Et après, s'assurer d'avoir de la donnée hyper fiable sur la maturité du contact dans notre base de données. Donc, pour le coup, c'est mettre en place, donc après la définition de chaque phase de cycle de vie. Donc, ce que je disais, c'est l'évolution du prospect au client. S'assurer, une fois qu'on a mis en place toutes les définitions, mettre en place des automatisations qui permettraient de respecter ces définitions-là pour avoir une base de données tout le temps à jour. Donc voilà sur la partie marketing. Ensuite, sur la partie sales, du coup, on a retravaillé tous les process commerciaux. Donc, on a mis à plat, on a fait des petits ateliers avec notamment le directeur marketing, Anthony, pour voir quelles étaient les différentes étapes clés d'un process commercial chez Ocoffre et lui permettre à lui et ses équipes de correctement gérer en fait les opportunités-là et encore une fois se concentrer sur l'essentiel et puis pouvoir mesurer derrière l'impact de leurs efforts. Donc pour ça, on a fait en sorte de refondre tout ça, de bien le traduire dans HubSpot et derrière de mettre en place un maximum d'automatisation pour éviter tout ce qui est le temps, gagner du temps en fait aux équipes commerciales, éviter qu'elles fassent le moins de choses manuelles quand l'automatisation était possible. Pour ça, on a l'automatisation de certaines tâches spécifiques à des moments clés de la gestion des opportunités. Et derrière, ça nous permet de mieux mesurer l'impact des efforts commerciaux qui ont été déployés. Donc là, pour le coup, il y a deux grandes étapes chez Ocoffre. Il y a l'inscription du coup d'un contact jusqu'à ce qu'ils mettent de l'argent sur la plateforme Ocoffre. Et après, il y a la conversion de cet argent-là en métaux précieux. Donc, il y a vraiment en fait deux façons de gérer cette opportunité-là. Et l'intérêt était du coup de pouvoir bien l'évaluer et de bien montrer aux commerciaux où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur gestion d'opportunités commerciales. Donc voilà pour la partie sales. Elle était également effectivement agrémentée de cette synchro-là entre l'ERP, donc le back-office, et HubSpot, où il y avait, comme je disais au préalable, beaucoup de double saisies ou de doublons dans HubSpot. Donc, manque un petit peu de visibilité pour les équipes commerciales. Donc, pour ça, on a retravaillé cette synchronisation-là pour faire en sorte de réconcilier cette donnée entre le back-office et HubSpot. Et avoir des informations notamment mises à jour en fait en temps réel pour éviter peut-être d'éventuelles soit erreurs de traitement de la part des commerciaux ou qui puissent vraiment se fier à 100% aux données qui sont présentes dans HubSpot pour leur gestion.
Après, il y avait la création. Donc, dès qu'en fait, il y a une nouvelle personne qui s'inscrit sur la plateforme au coffre, il faut que ça remonte dans HubSpot pour pouvoir les traiter correctement, que ce soit pour le marketing ou les commerciaux derrière pour les convertir en nouveaux clients. Et après, la distinction aussi qu'on a apportée, c'était que à ce moment-là, en fait, on ne différenciait pas les opportunités qui étaient créées grâce aux équipes commerciales, des opportunités qui étaient directement en fait engendrées par la plateforme au coffre. Ça veut dire que quand un contact était sur la plateforme au coffre et qui décidait d'investir directement, c'était un achat direct, alors qu'il y a des achats qui vont nécessiter l'effort de commerciaux et donc on a besoin de mesurer ça pour notamment montrer aussi aux commerciaux sur combien ils ont réussi à faire varier ce chiffre d'affaires-là et grâce à eux, on a pu augmenter de tant de % peut-être le niveau des ventes. Donc ça, c'était une information qui était clé à avoir pour les commerciaux, qu'on n'avait pas forcément avant et qu'on a pu du coup mettre en place et déployer grâce à cette évolution de synchro-là. Voilà sur cette partie du coup sales et maintenant sur la dernière partie donc service. On a notamment, je sais pas, donc ceux qui connaissent bien HubSpot, vous avez peut-être dû voir les nouveautés sortir sur le centre de support. C'était un nouvel espace qui a été mis à disposition des utilisateurs pour avoir une centralisation des données pour le service client. Et donc ça, en fait, on l'a mis en place. Donc on a migré de la boîte de réception qu'utilisait au coffre à ce centre de support-là pour avoir une meilleure visibilité des ADV, mais aussi des autres équipes, celles qui intervenaient sur certains sujets ou logistique, où il y a certains tickets qui leur étaient transférés. Donc ensuite, on a aussi remis en place l'attribution automatique de ces tickets-là. Donc, on a défini quelle catégorie allait à quel type de personnes au sein d'Ocoff. Il y avait des sujets qu'on pouvait transmettre directement aux équipes logistiques, d'autres sujets qu'on pouvait transmettre directement aux équipes sales. Donc, ça faisait gagner du temps aux ADV parce qu'ils avaient une quantité de tickets à gérer en moins. Un transfert manuel en moins à gérer également, et pour vraiment se concentrer sur les sujets que eux-mêmes pouvaient traiter directement et aller du coup beaucoup plus vite dans cette résolution de tickets. Et donc, grâce à cette attribution et catégorisation des différents tickets, on a pu remettre en place l'ASLA, donc le niveau d'accord de service, pour définir notamment le temps de réponse que nécessitait chaque catégorie de tickets. Et pour aider derrière, en fait, aux ADV, savoir combien de temps ils avaient pour répondre à tel ou tel ticket. Est-ce que c'est plutôt 1 heure? Est-ce que c'est plutôt 24 heures, 48 heures, en fonction de la complexité des tickets? Donc ça permet d'avoir une petite étiquette qui apparaît dans HubSpot et pouvoir les aider vraiment au niveau de leur centre de support, voir quelles sont les priorités par cette petite étiquette-là. Et derrière, donc une fois que la résolution est faite, hop, on envoie une petite enquête de satisfaction, chose qu'on n'avait pas forcément avant pour pouvoir soit satisfaire ces équipes en disant ok, en fait on fait tout bien, tout roule, c'est cool, les clients sont contents, ou bien détecter éventuellement des points d'amélioration pour vraiment prendre en compte ces avis-là pour derrière avoir que des super notes entre 8 et 10 sur ces enquêtes-là. Super, merci Claire. Est-ce que David, tu souhaites compléter peut-être cette partie, donner ton regard aussi? Écoute, non, la présentation de Claire est limpide. Effectivement, nous, le but, c'était d'améliorer la compréhension et l'utilisation d'HubSpot, d'améliorer les compétences des équipes sur cet outil particulier. Et effectivement, on s'est rendu compte au fur et à mesure que HubSpot pouvait nous permettre disposer des outils dont on n'avait pas nécessairement connaissance, qui nous permettaient effectivement de grandement améliorer et optimiser notre fonctionnement, voire de mieux l'organiser en fait. Super, merci pour ton avis aussi, ton partage. Eh bien, on peut passer à la prochaine partie. Là, on va un petit peu dézoomer, parce qu'on était rentré un peu dans le détail de chaque besoin
métier de chaque équipe. Et là, maintenant, on va vous donner un peu une vue globale de la gestion de projet et de la timeline aussi qu'on a pu mettre en place pour gérer justement tous ces changements. Donc, Claire, est-ce que tu peux peut-être nous partager le rétro-planning et la façon dont on a organisé les différentes phases? Oui, tout à fait. Donc, on a fait effectivement une roadmap un petit peu pour vous donner l'exemple qu'on a appliqué avec Au Coffre et qui a très bien fonctionné. C'est que dans les nouveaux process qu'on a mis en place, par exemple, les nouveaux pipelines pour les commerciaux ou les nouvelles façons de fonctionner pour les services clients, on a du coup mis en place en parallèle, en fait, par exemple, un autre pipeline ou notre système, du coup, le centre de support pour les services clients. Où on a paramétré tous les éléments, toutes les automatisations basées sur ces nouveaux pipelines ou ce nouvel espace. Derrière, du coup, passer en phase de recette pour que les utilisateurs, notamment les directeurs d'équipe, puissent tester, voir que ça corresponde bien en fait au fonctionnement process métier, leur métier actuel, et qu'il n'y ait pas de choses à modifier ou autre, ou si jamais il y en avait, le faire à ce moment-là. Et derrière, en fait, voilà, migrer vraiment toutes les données qui étaient dans leur ancien système vers ce nouveau-là. Lancer le go live auprès des équipes avec notamment une petite heure de bouquet de démonstration avec chacune des équipes pour leur montrer le nouvel espace qu'on leur avait mis en place. Et derrière, les ressources internes. Donc, les ressources internes, on avait du coup cette vidéo de la démonstration, la documentation écrite que l'on avait réalisée en amont avec les équipes pour mettre en place tous ces éléments-là. Et également les directeurs de chaque équipe, donc directeur sales, directeur ADV, qui étaient présents lors de tout le cadrage de ce projet-là pour accompagner derrière les équipes au changement. Et notamment notre interlocuteur phare quand même, qui est David, qui a pu justement faire la relation entre toutes ces équipes-là, tous les process dont on avait parlé, pouvoir accompagner les équipes derrière du coup dans le changement et l'adoption. Je laisserai David de toute façon revenir dessus juste après. Mais qui était très important. Et après, effectivement, dernière étape, c'était le reporting, où grâce du coup aux actions qu'on a mis en place, on pouvait avoir un reporting beaucoup plus poussé et précis pour aider les managers aussi derrière à voir les performances de leurs équipes, pouvoir mieux les accompagner et voilà, les accompagner dans cette adoption-là. Et peut-être l'heure de démo dont tu parlais, on était aussi face à des utilisateurs avancés sur HubSpot qui connaissaient très bien l'outil. Donc, je pense que ça, c'est aussi à peut-être voir un peu plus d'heures de formation pour des utilisateurs peut-être qui n'auraient pas un historique ancien sur l'outil. Ou en tout cas, je pense qu'en fonction de la disponibilité des interlocuteurs, ça, c'est quelque chose de clé dans le projet, dans un projet de refonte dans CRM ou d'optimisation. C'est vraiment de prévoir un temps de formation suffisant pour les informer des changements et leur montrer comment demain, ils vont utiliser le CRM. Même si on pense que c'est des changements mineurs, en fait, ça a un fort impact quand même sur le quotidien d'une personne. Donc voilà, ça c'était, je pense, si on avait eu peut-être un peu plus d'heures, ça aurait été aussi bien. Mais voilà, on fait aussi comme on peut. Hein. Donc, très bien, merci beaucoup Claire. David, je vais te donner la main pour que tu puisses un peu nous revenir sur les clés un petit peu d'une gestion de projet optimale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, revenir sur ma propre expérience en fait, en tant que chef de projet, pilote de projet là-dessus, sachant qu'effectivement, comme Claire l'a expliqué, le but était, l'avantage pour nous était que les modifications, les changements, d'organisation, de pratique soient la plus transparente possible. Et donc aussi aux équipes qui pour le coup elles sont opérationnelles sur le terrain en train de travailler, le fait que ce soit le plus transparent pour eux, ce pourquoi j'ai reçu la charge de gérer et coordonner l'ensemble des actions pour que justement les équipes soient le moins sollicitées possible.
et que ça se passe de la manière la plus fluide. Donc au départ, en fait, voilà, il a fallu comprendre les besoins, voilà, rassembler tous les acteurs et définir ceux qui allaient porter selon leurs prérogatives chaque partie du projet. Bien recueillir les besoins, les comprendre, parce que moi personnellement j'étais pas utilisateur d'HubSpot, donc voilà, il y a tout un tas de choses que j'ignorais de ce point de vue-là. Et en même temps, Marc Antive, qui pour le coup est très avancé sur ces sujets, bah voilà, il y a des certaines pratiques, certains automatismes, et la difficulté résidait dans le fait de bien faire circuler l'information et s'assurer que tout le monde comprenne dans un sens ou dans l'autre de quoi il s'agissait, notamment par rapport à Marc Antive, leur apporter toutes les informations, voilà, de comment nous on fonctionne, quelle est notre culture d'entreprise, comment voilà, les choses se déroulent en interne pour nous, pour que eux puissent traduire entre guillemets voilà nos manières de faire dans la pratique HubSpot que eux ont. Euh, euh, voilà, et de manière plus globale. Donc voilà, et ensuite il a fallu organiser voilà les premières rencontres, le kick-off, l'ensemble des réunions de travail, et animer qui participait à quelle réunion, à quel moment, en fonction effectivement de l'apparition de problématiques qui n'avaient pas nécessairement été identifiées au départ. Voilà, j'ajouterais effectivement que l'implication des équipes techniques, des équipes de développement informatique, quand il y en a, est importante. Voilà, dès le départ, non pas parce que ils ont vocation à intervenir, mais si il s'avère, et ça a été notre cas dans la mise en place d'API entre le back-office et HubSpot, qu'ils puissent être intégrés au projet dès le départ pour s'assurer de leur disponibilité au cas où si on a besoin d'eux pour intervenir. Donc voilà, ça fait partie de la gestion effectivement des imprévus. Et ensuite, une fois que on va dire l'audit a été fait, que le bilan a été accompli et qu'on sait ce qu'on va devoir faire, c'est ensuite faire en sorte qu'effectivement ça rentre dans le maintien des délais prévus au départ, et donc de bien évaluer ce qui va être possible de faire, de ce qui va pas être possible de faire, et donc faire le tri entre qui on va, enfin à quelle question, à quelle problématique on va pouvoir répondre, et celle qu'on va laisser de côté parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, quoi. Voilà, et ça c'est effectivement le plus compliqué, parce que n'étant pas développeur sur HubSpot, on évalue mal voilà le temps qui va être qui va falloir devoir appliquer à tel ou tel développement, et donc voilà, faut suivre quand même de près, et ensuite effectivement s'assurer que le transfert de compétences, le transfert des savoirs se fasse de manière assez fluide. Chez nous, effectivement, au moment où on a voilà levé les enfin les incertitudes, où on a affiné voilà les changements, les modifications qui devaient être faits, nous en interne, en amont, les explications, enfin les démonstrations avaient été plus ou moins faites parmi les équipes en amont, ce qui fait qu'au moment de la démonstration, effectivement, tout le monde avait déjà plus ou moins en tête comment les choses avaient été mises en place, et donc ce qui a permis de poser les questions qui avaient été préparées en amont,
et que tout se passe de manière fluide, quoi. Sachant qu'effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces changements se sont opérés sans finalement qu'il y ait de besoin de stopper l'activité à quelque moment que ce soit, quoi. Donc il y a une vraie continuité et en même temps avec des vrais changements structurants en même temps. Voilà. Merci beaucoup. Donc oui, prioriser les actions Ouais. et le faire au fil de l'eau, enfin en tout cas en étalant un petit peu par priorité, pour qu'effectivement il n'y ait pas de sensation de grands changements et que tout ça puisse se faire sans perturber le quotidien. Donc c'était vraiment l'objectif qu'on s'était fixé. Est-ce que David, tu peux aussi nous partager un petit peu quelques résultats quelques mois après les changements, le go live sur ce nouveau fonctionnement? Ben, Comment en ça fait, se passe? les changements ont été assez immédiats, hein. Le fait est que on avait à la fois du côté commercial une vraie demande bien spécifique sur le mode de fonctionnement qu'ils voulaient avoir et qu'on a voilà très bien établi avec Claire. Et donc, ils ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient. Et c'est clair que depuis, ils sont ravis parce que voilà, il y a quand même une grosse charge mentale dans la gestion et le suivi des clients qui leur a été enlevée parce que les choses se font de manière automatique et que le CRM gère pour eux tout un tas de choses, de tâches à accomplir, de rappels. Et donc ça, c'est très pratique pour eux, même dans la manière dont ils abordent les clients, la manière dont, enfin l'onboarding client se fait. Enfin le changement a été voilà immédiat et aussi la capacité pour eux de pouvoir différencier entre les investissements qui sont faits directement par le client sur la plateforme et ceux auxquels ils participent ou qu'ils motivent ou qu'ils initient. Et donc ça, effectivement, pour la visibilité de leur travail, c'est très important. Et au niveau service client, pour le coup, je passe sur le marketing parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont été faites, mais leur utilisation d'HubSpot était un peu plus avancée. Au niveau du service client, là, pour le coup, on était un peu plus dans la curiosité de savoir ce qui était possible de faire. Et là, pour le coup, Claire a été force de proposition en disant, ben voilà ce que je vous propose de faire. Voilà, chose qui a été discutée et effectivement, depuis, de la même manière, comme tu le disais au niveau de la création des tickets, de leur répartition et des délais de réponse à apporter suivant les priorités des demandes clients. Bah, là aussi, ça s'est sensiblement voilà, amélioré et tout le monde est ravi de pouvoir utiliser HubSpot à un niveau voilà, grandement amélioré. Merci beaucoup David pour la présentation de ces résultats. On va continuer. Je pense que dans 5 minutes, on aura terminé. Il nous reste juste les learnings, donc côté Markentive. Est-ce que Claire, tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que nous, on a retenu de ce projet avec Ocoffre? Oui, bien sûr. Donc déjà, voilà, le premier point, c'était effectivement d'avoir une documentation claire, parce que comme on vous l'a dit, la petite heure de démonstration, effectivement, c'était assez rapide, ayant des utilisateurs assez matures. Donc la documentation est ultra importante parce que derrière, ils peuvent revenir dessus, ils peuvent la transmettre en interne pour les futurs collaborateurs qui seraient amenés à les rejoindre. Donc c'est essentiel aussi de la garder à jour si jamais il y a des évolutions qui sont faites à l'avenir pour justement avoir un petit peu voilà, un livre de connaissances en interne sur lequel se baser. Après, comme disait David, du coup, l'importance d'avoir un chef de projet côté client, donc quelqu'un comme David, c'est ultra important quand on se lance dans ce type de projet-là.
Comme il a pu le dire, voilà, c'est pour pouvoir animer, gagner du temps, aller beaucoup plus vite dans les prises de décision en interne. C'est très important. Ça aide aussi des personnes comme nous, marketing, à faire avancer les sujets, satisfaire également les différentes équipes, mieux comprendre les enjeux aussi plus rapidement et voilà, leur apporter une solution qui fonctionne dès le départ en fait. Je viens de voir également, pour vous donner à tous un petit peu une visu sur le petit sondage qu'on vous a lancé dans le chat, qu'il y avait du coup 57% des personnes qui avaient un chef de projet en interne sur les sujets HubSpot ou CRM. Donc c'est top. On voit que voilà, vous avez déjà bien intégré le fait que c'était important. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à centraliser toutes les informations auprès de ce chef de projet-là pour faire avancer les sujets en interne. Et ceux du coup, donc les 43% restants, n'hésitez pas à désigner quelqu'un qui serait à même de porter ces sujets-là en interne pour les faire avancer, et pour voilà, améliorer toutes les choses. Sinon, faire appel à Florine ou moi, à la rescousse, si jamais vous avez personne de désigné en interne, pas de souci, on est là. Après, au niveau du coup des équipes techniques réactives, effectivement, comme l'a souligné David, c'était vraiment très agréable dans ce projet-là d'avoir les équipes techniques d'Ocoffre ultra réactives sur ces sujets-là, qui ont pu prendre en compte du coup toutes les synchronisations ou l'amélioration de la synchronisation en compte. Vraiment, très bien, c'est-à-dire qu'on a fini de cadrer les sujets et ils ont pu reprendre tout de suite après les différentes demandes qu'on avait d'évolution. Donc ça, c'était très agréable parce que ça a permis de ne pas prendre de retard aussi sur le projet. Ils ont tout de suite compris les choses et pu de leur côté, vraiment de manière autonome, les prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment pareil, très agréable et du coup très bien de la part de David d'avoir anticipé ces sujets-là et de les avoir tenus au courant parce que ils ont pu l'intégrer dans leur sprint en fait, tout simplement de développement. Après, la partie du coup reporting sur l'adoption, c'est vraiment avoir un reporting structuré, clair, pour justement aider les managers ou aider aussi David à voir qui utilise plus HubSpot et qui utilise peut-être un peu moins et dans ce cas-là a besoin de peut-être plus de support sur certains sujets, voilà. Donc ça permettait vraiment d'avoir une vision claire là-dessus. Donc ça c'est pareil, c'est très bien et très bien aussi d'avoir les directeurs d'équipe qui étaient intégrés dès le départ. Parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui permet de dynamiser un petit peu cet usage-là en interne, voilà, chaque semaine, au quotidien. Donc ça, c'est vraiment pareil, très agréable. Et après, sur le suivi post-déploiement également, voilà, avoir des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, avoir une personne voilà, comme David qui peut justement accompagner cette adoption-là et ce changement-là. C'est voilà, des choses qui sont toujours très importantes et qui ont été très agréables dans ce projet-là. Donc, à prendre voilà, exemple sur Ocoffre. Et merci Claire. Et David, quels enseignements est-ce que tu veux nous partager quelques enseignements et puis ensuite je vous présenterai quelques ressources complémentaires que vous pouvez utiliser, mais on touche à la fin de ce webinaire. On va peut-être un petit peu déborder sur le timing, mais voilà, il est 53. Si David, tu peux nous présenter ça en 1 à 2 minutes. Ouais, je me dépêche parce que l'essentiel a déjà été dit. Effectivement, nous, les learnings, c'est que c'est important de s'appuyer sur voilà des experts, en tout cas des bons conseillers, effectivement, pour pouvoir prendre vraiment en main les outils et pouvoir les utiliser de manière optimale. Là, l'enseignement principal, c'est qu'effectivement, Marcantive s'occupe d'opérer ces changements par eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment bien. Et effectivement, outre les écueils classiques de la gestion de projet, hein, c'est-à-dire la gestion des imprévus, voilà la définition des rôles, l'identification des participants, le respect des délais, etc. Ce qui était vraiment
j'ai oublié ce que je voulais dire. Ce qui était vraiment bien, oui, oui, effectivement, le fait d'avoir effectivement quelqu'un qui coordonne le projet dans son ensemble et qui évite effectivement que les équipes soient sollicitées directement pour que justement la communication passe bien et la collaboration soit effective, quoi. Sachant qu'effectivement, en la matière, pour avoir collaboré avec Florine et Claire, ça s'est particulièrement bien passé et effectivement, ça a été super agréable pour nous aussi de ce point de vue-là. Donc, bravo à vous et merci. Merci David. Et ça fait une transition toute trouvée avec ma conclusion parce que effectivement, chez Marketing, on essaye d'être une extension de l'entreprise. En tout cas, pour nos clients, on essaie d'être une extension de leur équipe. Et effectivement, là, j'ai envie de rappeler en fait que le métier de RevOps a vraiment toute sa place dans une organisation. Et que c'est vraiment un job à temps plein pour faire le lien entre différentes équipes qui peuvent être marketing, sales, service client, autres équipes aussi additionnelles. Et qu'en fait, pour faire le lien, donc faire de l'alignement entre toutes ces équipes et gérer les problématiques de gouvernance, de données, de maintenance des outils. Une entreprise, ça évolue constamment, donc il y a tout le temps des évolutions de process et qui ont un impact sur le CRM. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un job à plein temps et qu'on est obligé de faire, sinon c'est le risque au bout d'un moment de se retrouver avec un CRM obsolète et une refonte complète. Donc vraiment, voilà, amélioration continue, c'est le maître mot pour que les utilisateurs soient toujours sur un CRM qui est fonctionnel avec des reportings fiables. Donc, c'est vraiment ce que nous, on propose chez Marketing. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques ressources supplémentaires. Vous pourrez cliquer sur les liens et avoir la présentation juste après. Mais on a un cahier des charges, un template pour construire son cahier des charges de CRM. On vous a mis le lien vers notre offre intégrateur où là, on a vraiment détaillé tout ce qu'on propose dans cette offre-là pour pouvoir mettre en place un CRM HubSpot ou l'optimiser. Et vous avez aussi un replay de webinar qui était vraiment focus sur l'adoption, comment sécuriser l'adoption d'un CRM pour ses utilisateurs, ou quand vous avez affaire à des utilisateurs qui n'ont peut-être pas des pratiques alignées ou des disparités de niveau. Voilà, ce webinaire répond vraiment à ces problématiques-là. Donc voilà, on arrive à la fin du webinaire. Donc je tiens à remercier David qui est notre cher client et on est vraiment content avec Claire d'avoir animé ce webinaire avec toi, David. Donc merci beaucoup pour ta participation. Et, merci à vous, c'était très agréable. Voilà, et merci Claire aussi pour ton partage sur ce projet. Donc on reste à votre disposition pour répondre à vos questions et puis si besoin faire un call additionnel pour parler de vos problématiques. C'est avec grand plaisir qu'on peut vous aider dans ce type de projet. Voilà, merci à tous et puis je vous souhaite un bon appétit